la vôtre. Oui, ça c'est la vôtre. Ok, bah, ça vous oblige à beaucoup cliquer, mais sinon je partage la Il faut que mienne. vous preniez le contrôle. Prendre le Je prends le contrôle. contrôle, on y va, et c'est fait, et je partage. Faudrait par contre arrêter votre partage à vous. Non, Et non, non, là, vous prenez le contrôle et vous pouvez passer les diapos. d'accord. C'était pas le. Ouais. Ok, vous voyez ma présentation là? Oui. Moi je la vois plus, c'est formidable. Si, là voilà. Non, non plus. Je vais mettre là. Ok, si vous voyez, c'est tout bon. Alors, simplement des petits rappels, mais vous savez tous, donc je passais très vite. La gestion de la matière organique, ça a été vraiment quelque chose qui est passé sous les radars dès le 19e siècle, donc a été très peu traité. Notamment, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à ma connaissance, on trouve très peu de recommandations concrètes qui soient basées sur des aspects objectifs sur la qualité des sols. Il y a des exceptions que je cite, on peut en citer pas mal, mais que ce soit sur l'agrégation, que ce soit sur des aspects fertilité. Mais globalement, on manque de référentiels et on va trouver très souvent dans beaucoup de manuels d'agronomie qu'il faut par exemple 2% ou par exemple 3% de teneur en matière organique. Puis évidemment, bah, vous le savez, on ne parle que de ça. La popularité de la matière organique est revenue avec le dossier climatique, c'est monté en puissance avec le 4 pour 1000, donc la question a pris de l'ampleur ensuite, cette fois-ci aussi parce qu'on y associe aussi tous les soucis sur les services écosystémiques des sols et la qualité des sols. Donc on retrouve un bouquet de questions qui nous renvoient à la matière organique. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, on a ce lien, évidemment dans les horizons A, mais ce lien très fort entre les fonctions, les propriétés des sols et puis les teneurs en matière organique. Je m'exprimerai tantôt en matière, tantôt en carbone, vous me pardonnerez, mais le point a bien été fait avant. C'est vrai que dès qu'on bascule du côté des praticiens, on parle de matière organique, et dès qu'on est du côté de la quantification, on est sur le carbone. Voilà, alors les propriétés dont on montre qu'elles sont proportionnelles à la teneur en matière organique, il y en a énormément, et en particulier les propriétés physiques, donc tout ce qui est lié à la fertilité physique. Et cette fertilité physique, eh ben, effectivement, elle a été aussi très oubliée au XXe siècle, puisqu'on avait beaucoup d'autres façons de gérer, notamment la mécanique. Donc carbone, fertilité physique, ce sont des choses qui reviennent maintenant, mais qu'on a beaucoup mis de côté, avec un point de rupture dans beaucoup d'exploitations agricoles, en tout cas j'ai dit européennes parce que je ne suis peut-être pas assez allé voir ailleurs, mais un point de rupture, à savoir des qualités de sol qui sont devenues très très basses, notamment avec des problèmes physiques, et qui font qu'aujourd'hui, on a évidemment des services écosystémiques qui sont mis à mal, on a des problèmes de danger naturel, et on a tout simplement un problème de productivité au niveau de l'exploitation elle-même. Voilà. Alors, un petit rappel, la qualité physique du sol, puisqu'on va en parler pas mal, c'est donc la structure, si on s'intéresse au solide, les porosités, si on s'intéresse au vide. La structure, on aimerait qu'elle ne soit pas vulnérable, et ce concept est défini comme la combinaison de la résistance de la structure aux agressions et puis de la résilience de la même structure, c'est-à-dire sa capacité à se refaire après un impact. Voilà. Sur les systèmes poraux, on s'intéresse beaucoup à la porosité structurale dans la mesure où on s'intéresse aux fonctions d'aération, de drainage, de réservoirs d'eau facilement utilisables et puis tout ce qui est connectivité, stabilité. Donc, porosité structurale principalement, qui sont des termes assez bien définis dans les différents systèmes pédologiques ou agronomiques de façon équivalente, c'est une chance. Et puis des indicateurs de la qualité physique aussi, puisque la physique du sol est un domaine très problématique au niveau de la quantification, mais des progrès assez importants, notamment sur les tests visuels, le vieux test Blesch remis au goût du jour avec la Visual Evaluation of Soil Structure, par exemple, qui fonctionne très bien, et puis des mesures physiques aussi qui sont associées et comparables, avec notamment une capacité à quantifier, à distinguer la porosité structurale de celle du plasma. Le plasma, c'est la définition pédologique des associations argile, oxyde, matière organique, que vous retrouvez après sous plein d'autres acceptions. Voilà, alors combien faut-il de matière organique dans les sols cultivés? Là, je vous présente un travail qui a été fait d'établissement de valeurs de référence au départ pour la Suisse, à partir de la notion de vulnérabilité de la structure, donc de qualité physique du sol et notamment de sa porosité structurale. Ce sont des résultats qui sont obtenus à la ferme, sur des échantillons collectés à n'importe quel moment de l'année de la rotation. Ici, on était à plus de 300 profils sur le plateau suisse, bon, c'est une base de données qui se complète. Donc, on est sur des processus de résistance et de résilience qui sont randomisés et moyennés. C'est pour ça qu'on débouche sur une notion de vulnérabilité, puisqu'on intègre en fait toutes les variations possibles de ces deux facteurs.
C'est des résultats qui ont été confirmés. Il y a eu une étude en Angleterre récemment sur 5600 profils qui ont retrouvé les mêmes résultats que ceux que je vais vous présenter. En Wallonie, j'ai reçu aussi, ils m'ont envoyé des résultats où ils retrouvent les mêmes seuils. Donc, on pourra en discuter, hein, je l'ai dit sur le chat, il y a énormément de détails diaboliques à discuter par rapport à des seuils, à des indicateurs, mais globalement, l'approche fonctionne bien. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est comme on est sur des résultats obtenus au champ, vous verrez qu'on a un transfert direct vers l'application et un lien direct avec les pratiques culturales qui peuvent être faites. Donc il y a aussi cet intérêt de pouvoir lier la mise en œuvre et puis la connaissance qu'on a acquise. Voilà, alors c'est parti d'un travail sur la qualité structurale, je vous le disais, la thèse d'Alice Johannes notamment, donc qualité qui va de bonne à mauvaise pour prendre ici l'échelle de valeur de la Visual Evaluation of Cell Structure, hein, de 1 à 5. Et si on reprend, on regarde les variables explicatives, on s'aperçoit que c'est le rapport carbone-argile qui explique le mieux cette variation, qu'on retrouve aussi sur des paramètres physiques, hein, mais ici tout simplement sur la qualité structurale visuelle. Et on s'aperçoit qu'on passe d'une structure qui est considérée comme bonne à une structure qui est considérée comme mauvaise, pour un rapport carbone-argile de 0,1, qui était celui qui avait déjà soulevé l'étude de Dexter en 2008. Et puis, ce qui nous fait, en gros, hein, ça a été commenté tout à l'heure, mais un rapport de 17% en matière organique argile. Et c'est ce rapport matière organique argile qui est le driver de ce basculement entre qualité structurale bonne et mauvaise. Alors, on le retrouve ici en plus détaillé avec argile, matière organique, abscisse ordonnée. Schématiquement, c'est mal formulé, mais enfin, vous avez des gens qui sont en labour conventionnel, des non-labours, des prairies permanentes. Là aussi, on traverse tout le plateau suisse. Et vous voyez qu'on retrouve un score de 24% de rapport matière organique argile, où on a une structure qui est statistiquement toujours bonne. Statistiquement, j'entends, c'est la vulnérabilité en fait qui est correcte. On a une limite entre le basculement vers des structures dégradées et des structures acceptables qui est bien ce 17% qu'on a vu tout à l'heure, et puis en gros on arrive à en faire, c'est-à-dire des structures qui demandent une remédiation rapidement, statistiquement toujours, hein, bien sûr, ça varie au cours de la rotation, avec un rapport matière organique argile de 12%. Voilà. Donc ça c'est une première échelle qui est apparue, qui fait ressortir aussi le fait que la qualité de la structure et le rapport matière organique argile sont proportionnels, et que de ce fait, il faut plus de matière organique pour atteindre la même qualité structurale lorsque la teneur en argile augmente. Et vous voyez que les résultats ici sont présentés sur 5 à, les observations de 10 à 30-35% d'argile. En dessous de 10, on est sur des sols très sableux, ça n'a pas beaucoup de sens de parler de rapport matière organique argile. Mais dans toute cette gamme-là, on a ces résultats. On a pu maintenant étendre ce travail, notamment au canton du Jura. Et vous voyez qu'on conserve une très bonne, à système de culture égal, on conserve une très bonne proportionnalité entre carbone et argile. Ici, on voit la régression en noir, c'est le rapport matière organique argile moyen sur une gamme qui, cette fois-ci, monte au-delà de 50% de teneur en argile. Très souvent, les agriculteurs nous disaient, non mais sur des sols très argileux, on ne peut pas avoir autant de carbone. C'est pas du tout ce qu'on observe. Ah, je dis bien un système de culture égale. Ici, on est sur des grandes cultures dans des exploitations en polyculture élevage. Voilà, donc en gros, on peut avoir un objectif, mais qui est une exigence minimale, c'est d'avoir un rapport carbone-argile de 10% ou un rapport matière organique argile de 17% pour une qualité des sols qu'on qualifierait de durable, c'est-à-dire en fait pour avoir une vulnérabilité physique qui soit acceptable, qui conduise statistiquement à sortir la tête de l'eau. Hein. On n'est pas au paradis, on sort la tête de l'eau. Mais ça peut aussi être traité comme un objectif de séquestration, si on constate un gap entre ces valeurs observées et puis les valeurs observées et les seuils voulus. Parce que d'un point de vue agronomique, en tout cas, c'est évidemment des seuils qu'il faut viser. On peut aussi aller à 24%, et ce qui le montre, c'est qu'on a énormément d'exploitations qui atteignent ce seuil, même si, de fait, ce n'est pas la majorité, on va le voir. Voilà, alors cette grille de lecture en fait, des teneurs en matière organique a été incorporée dès 2019 dans le Memento agricole suisse, donc, qui est publié par Agridea, qui sert effectivement à faire le conseil aux agriculteurs. Donc ça c'est très utile parce que c'est un point de repère pour les agriculteurs. On cesse de dire qu'il faut 2 ou 3%, on regarde la teneur en argile, on regarde la teneur en matière organique et on a un objectif qu'on peut se fixer. C'est très utilisé ça. Voilà, maintenant sur le terrain, la vaste majorité en est très loin. Si on regarde, par exemple, ici, c'est toujours argile, matière organique, et ici, ce sont les recommandations faites par l'Office fédéral de l'agriculture depuis les années 95 sur les teneurs qu'il faut viser, mais ce sont des recommandations liées
en fait à la minéralisation de l'azote. Donc vous voyez les teneurs qui seraient faibles, riches, etc. Et si par rapport à ça, on affiche les teneurs, enfin les rapports matière organique argile finalement des sols en grande culture sur Genève, là, il y a à peu près 2700 parcelles, on voit qu'on est un petit peu faible, un petit peu en dessous de la cible, mais pas trop mauvais, par rapport à la cible de l'Office fédéral de l'agriculture, minéralisation de l'azote. Par contre, si on affiche le 12% qu'il ne faut surtout pas atteindre, qui est vraiment trop bas, voilà, et si on affiche le 17%, il n'y a pratiquement personne sur Genève qui soit au-dessus, même s'il y en a. Je parle bien de grande culture ici. Vous avez en fait un rapport matière organique argile moyen à Genève qui est de 10%, au lieu de 17%. Donc on est en très gros déficit. Bon, c'est certainement un des cantons les plus déficitaires. Si on va sur un canton avec des prairies temporaires dans la rotation, parce qu'il y a pas mal d'élevage, des restitutions organiques également, donc on a un polyculture élevage, ce sont les cantons du Jura, bernois et francophones. Là ici à peu près 8000 analyses, je crois. On est sur une médiane à 12%. Donc on est malgré tout très déficitaire, mais vous voyez que même les 24%, en grande culture, il y a quand même beaucoup de parcelles qui les atteignent. Voilà, donc on a un objectif agronomique et éventuellement un objectif de séquestration, si on parle de climat, qui serait de dire de toute façon, agronomiquement, il faudrait remonter à ce 17%. C'est un petit peu la posture qui est en train d'adopter en Suisse maintenant. Ça permet de cartographier le déficit, c'est-à-dire combien il nous manque. Ici, on a par exemple le rapport matière organique argile sur l'ensemble du canton de Vaud, où sans surprise, on retrouve toutes les zones d'agriculture intensive, hein, la plaine de l'Abroix, etc., et puis tout ce qui se trouve dans les plaines autour du Léman, avec des rapports matière organique argile, carbone-argile ici, qui sont inférieurs à 6% certains. Voilà. Alors évidemment, aussi une question climatique, à savoir, mais est-ce qu'on vise 17%, est-ce qu'on vise 21%, est-ce qu'on vise 24%, sur Vaud par exemple, revenir à 17% de rapport matière organique argile reviendrait à séquestrer à peu près 2 millions de tonnes. Alors j'ai dit séquestrer, là, ce serait à discuter, stocker. 4 millions de tonnes si on passe à 21%, etc. Donc on est en pleine actualité du point de vue des objectifs climatiques. Et puis c'est aussi une question de vitesse, hein, c'est pas qu'une question de quantité. Donc à quelle vitesse est-ce qu'on peut récupérer ce type de teneur en matière organique? D'un point de vue agronomique, on est pressé. Si on fait les calculs climatiques, ça peut être très très long. Hein. Si vous visez 2, 3, 4 pour 1000, c'est très très long. D'un point de vue agronomique, on est pressé. Voilà. Les leviers, eux, sont connus parce qu'on a la chance de pouvoir aussi travailler sur les pratiques culturales. Alors, vous voyez ici les taux de changement en carbone organique reconstitués depuis 1900. Alors, ça, c'est sous presse maintenant à Géoderma. Depuis 1993, vous avez, si vous cumulez entre 1993 et maintenant les taux d'évolution, on se promène en ayant éliminé violemment tous les outliers, on est entre moins 30 et plus 30 pour 1000 avec une médiane à zéro. Ça c'est Genève, ça c'est Vaud. Voilà. Et puis en fait, si vous regardez la même chose mais au cours du temps, eh bien vous avez une tendance à la correction avec des taux qui sont effectivement moyens, qui sont négatifs sur Genève comme sur Vaud. Et à peu près en 2006, on franchit le zéro. Et puis on franchit le 4 pour 1000 vers 2012 et aujourd'hui on est en moyenne autour des 8-9 pour 1000. Voilà. Donc on a un changement très important qui se cache derrière ces statistiques. Effectivement, si je vous présente simplement l'histogramme de la période récente, eh bien, la médiane est tout à fait décalée. Donc une correction, ça on pourrait y revenir, mais disons que ce qu'on voit, c'est qu'on a un effet très positif des couverts végétaux. Ça, c'est des résultats qui sont encore en cours de travail, de publication. Le nombre d'espèces dans les couverts végétaux. Le nombre de couverts végétaux pratiqués, si on reconstitue sur 10 ans, là c'est sur 120 exploitations. On va retrouver aussi sur les labours, et disons plus globalement, l'indice d'impact mécanique, on va retrouver un effet négatif. Positif des couverts végétaux, négatif. On trouve aussi un effet positif de la fumure organique. Bon, tout ça est en train d'être mis à plat. Je voulais simplement vous montrer quelque chose d'important, c'est que les choses sont plus complexes que de simplement les décrire par monovariable. Oui, j'ai presque fini, c'est parfait. On voit que si on regarde les taux d'évolution en carbone ici, et si on regarde les catégories d'intensité mécanique, on voit que plus on a des catégories d'intensité mécanique élevées, plus on va tendre vers des taux d'évolution négatifs lorsque le rapport matière organique initial avant les 10 ans est élevé. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'on peut travailler à des taux positifs avec des faibles stires, c'est-à-dire pour parler clairement avec du semi-direct, jusqu'à des rapports matière organique argile très élevés, mais qu'en moyenne, toujours pareil, en moyenne, attention aux autres facteurs de compensation, en moyenne, il va falloir passer à abandonner le labour conventionnel quelque part autour des 12% de rapport matière organique argile, si on veut continuer à augmenter dans sa rotation. Voilà, je ne détaille pas plus, ça c'est toute une autre discussion, mais donc mes conclusions, c'est que du point de vue de la vulnérabilité du sol, on sait combien de matière organique il faut dans un sol, et ça ne se détermine pas comme une teneur
une teneur dans l'absolu, mais comme un rapport à la teneur en argile. Une teneur dans l'absolu n'a pas de sens. Il n'y a pas, alors je ne l'ai pas développé ici, mais il y a un concept de saturation des argiles qui est apparu dans la littérature, qui est souvent utilisé. Il n'y a pas de saturation observée dans le résultat du point de vue des propriétés du sol, qui continuent d'augmenter linéairement au-delà du 10% carbone-argile, et ce jusqu'à des rapports matière organique-argile d'environ 25% en tout cas. On a ces rapports matière organique-argile élevés, Structure Vulnerability Index, dans tous les systèmes de culture à peu près. On sait donc à peu près comment les obtenir, puisque ces systèmes de culture sont bien caractérisés par les suivis d'exploitation. Voilà, donc ça a des implications pour le pilotage de l'agriculture, bien sûr, ça c'est une autre discussion. Et puis, juste pour mémoire, on a peu travaillé sur ce rapport matière organique-argile pour d'autres propriétés que la structure. Il y a des résultats partiels en microbiologie, par exemple, où on retrouve des effets du même type. On est aussi en train de préparer des publications sur les rapports matière organique labile versus réfractaire, où on retrouve aussi ce type de seuils qui apparaissent, même si, on le verra peut-être en discussion tout à l'heure, il y a beaucoup de détails à discuter avant de trop se fixer sur les seuils eux-mêmes. Voilà, je crois que j'ai fini, je vous remercie. Merci beaucoup, merci d'avoir respecté le timing. Bon, une avalanche de questions là dans le chat, j'espère qu'on